Bonjour à tous, après 2 superbes journées passées en Auvergne, je vous propose de découvrir en Rhône-Alpes les 3 plus grands lacs alpins, le lac du Bourget, le lac d'Annecy et le lac Léman. Ça c'est pour les jours qui viennent, mais aujourd'hui on va commencer par la visite du lac du Bourget, cher au cœur de la Martine, avec au programme de cette émission la fabrication de l'huile de noix, la visite des thermes d'Aix-les-Bains et si le temps le permet, on verra comment ça évolue, une petite balade en avion pour survoler le massif de Beldonne. Première étape de notre voyage aujourd'hui, l'abbaye de Hautecombe, magnifiquement située sur les bords du lac, juste en bas. Les moines s'y sont installés il y a très longtemps. Ils ont dû partir assez récemment à cause de la pression touristique, mais quand vous aurez vu le site d'un peu plus près, vous comprendrez pourquoi. Béatrice, ça fait très longtemps que c'est un lieu de prière ici. Ça fait très longtemps, oui, puisqu'il faut se remonter pratiquement au tout début du XIIe siècle. Les moines vont s'installer pas ici tout de suite. Ils viendront ici quelques années plus tard, aux alentours de l'année 1139 en fait. Il y a eu plusieurs étapes, je crois. 2 étapes principales. Donc en fait, ils s'installent en 1121, je vous montrerai où tout à l'heure. Et puis quelques années plus tard, lorsque la communauté va adhérer à la règle cistercienne, ils vont aller se mettre à l'écart des chemins qui étaient près de leur premier lieu d'installation. Et ils vont venir s'installer au bord du lac. Dans un site magnifique. Évidemment, dans un site absolument merveilleux. Et surtout, ils vont s'installer là, très aidés par la Maison de Savoie qui va tout faire pour que la communauté vienne s'installer sur ce promontoire et jouer un petit peu le rôle de guet sur cette route qui est le lac du Bourget. Alors cette tour, c'est le bâtiment le plus étrange de l'abbaye. Elle avait un rôle, on dirait presque une vigie. C'est un petit peu ça, vous avez trouvé presque le terme exact. C'est pas véritablement une vigie, mais c'est un phare. Il a été créé grâce à la reine Marie-Christine qui avait demandé ainsi que son époux, donc le roi de Piémont-Sardaigne, que les moines allument un feu au sommet de la tour. Donc c'est un vrai phare pour les bateaux du lac. C'est un vrai phare pour les bateaux du lac qui va fonctionner pas très longtemps, une vingtaine d'années, avant que la circulation des bateaux soit complètement ralentie avec la création de la voie de chemin de fer. En fait, les moines voulaient vivre retirés du monde, mais ils ont eu un rôle très actif dans la société de l'époque. Oui, ils étaient venus ici pour se consacrer à leur rôle de louange de Dieu et puis finalement ils ont été un petit peu rattrapés par l'histoire et ils ont été toujours très présents dans les grandes pages de l'histoire de la Savoie, c'est vrai. Ce qui s'est passé aussi par la suite, c'est que la pression touristique étant ce qu'elle a été, ils ont dû s'en aller. Ils ont dû quitter, oui, en tous les cas c'est ce qu'ils ont dit, trop de monde, trop d'agitation et ils ont été se retirer dans un endroit plus calme. L'abbaye de Hautecombe, ça n'est pas seulement un magnifique lieu à visiter, c'est encore aujourd'hui un lieu de prière. Jean-Michel Bernier, vous êtes prêtre, vous vous occupez entre autres de la communauté du Chemin Neuf qui s'est installée là. Les moines sont partis parce qu'ils étaient dérangés. Vous, ça ne vous dérange pas le tourisme, les gens qui viennent ici? Nous sommes donc une communauté apostolique. Les bénédictins qui étaient là avant nous et puis les cisterciens étaient donc une communauté contemplative. Je crois que ça fait partie de notre mission d'accueillir des visiteurs, d'animer des retraites et des sessions au niveau international ici. Ça fait plus de 8 siècles compris dans cette abbaye. Est-ce que ça veut dire que c'est un lieu prédestiné ou qu'il y a quelque chose de particulier? La beauté du site aide pour la prière, mais s'il y a donc autant de gens à venir à Hautecombe, je crois que c'est parce que c'est pas seulement des pierres, mais aussi des communautés qui se succèdent et qui accueillent. La nature, la beauté du paysage, ça fait partie peut-être de la spiritualité qu'on peut trouver ici. C'est important. Saint Ignace de Loyola, puisque c'est notre spiritualité, donc dans la communauté du Chemin Neuf, dit trouver Dieu en toutes choses. Et pour nous, ça fait partie de ce lieu où on peut trouver le Seigneur et le louer. C'est un lieu complètement inaccessible par voie de terre, cet endroit. Oui, ça l'était en tout cas autrefois, puisque le seul moyen d'accéder ici, c'était le lac, moyen de communication toujours. Il n'y avait pas la route de l'autre côté, pas la voie de chemin de fer et pas l'accès direct ici. Donc on ne pouvait arriver qu'en bateau, ça c'est sûr. C'est ce qui explique la présence de ce bâtiment derrière nous. Absolument. Cette fameuse grange batelière, bâtiment unique en France, et qui est une grange, donc tout simplement pour ranger les moissons. Et batelière parce que les moines rapportaient les moissons de leurs terres autour du lac directement en bateau sous la grange et déchargées au premier étage.
C'est le plus vieux bâtiment de l'abbaye, je crois. C'est en tous les cas l'un des plus anciens et le seul dans la tradition cistercienne, puisque tout le reste a été restauré au 19e. On va quitter la route du Tour du Lac pendant quelques instants pour se rendre à Chanaz, de l'autre côté de la montagne, à la rencontre d'Édouard. Il y a quelques années, il travaillait dans une entreprise, il avait un très bon salaire de cadre supérieur, et un beau jour, il a dit stop, j'en peux plus. Et son truc à lui maintenant, c'est de fabriquer de l'huile de noix. Il y a des gens comme ça. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Édouard, c'est le moulinier dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va voir quelques images pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du moulin. Elles ont été tournées il y a quelques temps. Oui, tout à fait, en 95, au début de l'installation. Voilà, l'ancien moulinier était encore là. C'est vrai que je m'imaginais pas du tout que c'était ce genre de métier, mais 7 mois à travailler dans un moulin, on finit bien par découvrir les gestes, par voir un peu, se charger de l'histoire du moulin. Et ensuite, bon, il suffisait d'apprendre des techniques. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Une fois, tu es venu faire l'huile. On a fait l'huile pendant un jour, dans mon moulin. Et ensuite, je suis venu quelques fois ici à Chanaz. Et vous voyez que maintenant, j'ai rien à dire. Le 1er février 95, Édouard a pu goûter fièrement sa première goutte d'huile et depuis, il n'arrête plus. La famille Rosadowski mouline, chauffe, presse tous les jours et pas seulement le week-end. Édouard est devenu incollable sur la fabrication de l'huile de noix. Vous la trouvez comment alors? Ah, c'est extra. Ouais. Extra. Vous êtes satisfait de votre élève? Ah oui, oui. Ça, il a vraiment bien appris sa leçon. Hein. Alors qu'est-ce que vous venez faire quand vous venez le voir ici? Eh bien, je viens des fois l'aider. L'aider ou Moi, surveiller? je me mets avec lui et puis ça me plaît, il n'y a pas de problème, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous surveillez un petit peu si l'huile reste bonne? Ah ben oui, il y a des fois, je regarde un petit peu sans trop y faire voir. Toute cette roue a 126 ans, elle a été construite en 1868 en même temps que le moulin. Cette roue fait 20 chevaux de puissance, elle mesure 6,30 m de diamètre et elle fait tourner le moulin. Vous l'avez restauré quand même? Oui, absolument. Elle a été restaurée par les élèves du lycée Monge de Chambéry, qui l'ont complètement remise en état. Le moulin est classé, je crois. Oui, tout à fait. Le moulin est classé. Il date du 19e. Nous sommes arrivés ici en juin 94 et en février 95, le moulin est complètement opérationnel. Édouard, quel était votre métier avant de vous installer à Chanaz? Alors, avant d'arriver à Chanaz, j'étais cadre supérieur en entreprise et donc je faisais des remises en forme d'unités de production. Vous gagnez bien votre vie à l'époque? Absolument, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez décidé un jour de venir vous habiter à la campagne et exploiter un moulin? Alors, comme j'aime bien le dire, j'ai fait une crise existentielle, c'est-à-dire que j'ai voulu absolument changer de vie, changer de cadre. Et... Comment a réagi votre famille quand vous êtes arrivé et que vous avez dit « on part » ? Bon, pour les enfants, c'était un peu difficile parce qu'on avait quand même une vie relativement citadine, mais ils s'y sont très bien mis et aujourd'hui, il est vrai qu'ils ne veulent même plus partir en vacances. La Savoie est tellement jolie, autour du lac du Bourget, c'est tellement joli que lorsqu'on leur propose de partir, ils ne veulent pas, ils veulent rester absolument là. Ils nous aident beaucoup au moulin. Je pense qu'eux aussi se sont impliqués. Sans l'appui de la famille et de mon époux, je ne pense pas qu'on puisse monter une opération comme celle-ci. Vous savez que c'est rare quand même de faire des virages à 180 degrés comme ça. Ouais, mais c'est amusant, c'est bien. C'est quelque chose que vous avez envie de conseiller aux autres? Oui, à savoir qu'on ne peut pas partir sur des bases simplement en disant tiens, j'ai un moulin ou j'ai un tel métier, je vais le remettre en état. Non, je pense que c'est un peu plus loin, c'est pour monter une entreprise. Il faut qu'elle soit viable, il faut pouvoir faire vivre une famille. Aujourd'hui, nous vivons quand même à 5 personnes. On ne vit plus comme nous vivions avant, puisqu'avant, nous avions un train de vie qui correspondait au poste que j'avais. Mais aujourd'hui, c'est très agréable, il y a la nature qui est à côté.
se trouve maintenant à l'extrémité nord du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, 18 km de long, 3 km de large, c'est pas mal, il y a de quoi faire. Et c'est grâce à Lamartine, qui appréciait particulièrement cet endroit, que ce lac est devenu l'un des hauts lieux du romantisme. Bonjour Anne. Bonjour. C'est encore plus beau quand il fait ce type de temps orageux comme ça. Sûrement, en tout cas c'est plus propice à une ambiance romantique. Tout ce clair-obscur, la brise dans les roseaux, l'eau agitée, tout ça c'était pour les romantiques, c'était le reflet de leur âme tourmentée et ils étaient particulièrement séduits par ce type d'environnement. Pourquoi Lamartine était à Aix-les-Bains ? Ah ben Lamartine, comme beaucoup de jeunes aristocrates, il était un petit peu maladif et il venait, lui il pouvait se l'offrir, il venait à Aix en cure thermale. Et c'est lors d'une promenade sur ces rives qu'il a fait une grande rencontre sentimentale. Elvire ? La fameuse Elvire, voilà, qui en fait s'appelait Julie Charles, qui était une femme mariée, souffrant de tuberculose, donc on peut l'imaginer, diaphane, errante au bord du lac. Et il est tombé profondément amoureux, ça a donné lieu à de grandes promenades, sans doute très romantiques, et de grands émois comme ça sur l'eau de ce lac. Et puis ils ont passé entre eux un pacte sentimental, celui de se retrouver un an plus tard sur ce même site. Et puis c'est là que le drame a lieu, pathétique et tragique, puisqu'un an après, il se retrouvera seul sur ce lac. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Eh bien, Elvire est à l'agonie, elle est beaucoup trop malade pour pouvoir se déplacer et Lamartine a bien conscience que leur amour est condamné définitivement. Et c'est ce qui va donner lieu à ce fameux poème Le Lac, qui est plus qu'un hommage à ce beau site, enfin ça l'est également, mais c'est avant tout un poème lyrique et désespéré sur la condition humaine, son aspect éphémère. Et toute cette ambiance très romantique et même tragique, on la retrouve dans les strophes. Tout à fait. Dans ces strophes, il s'adresse, lui Lamartine, il s'adresse directement au lac et il lui adresse une prière pleine de révolte en évoquant la promenade sentimentale de l'année écoulée. C'est ainsi qu'on retrouve une strophe, par exemple. « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » C'est donc Aix-les-Bains, et contrairement à ce que vous croyez peut-être, la ville n'est pas du tout construite au bord du lac, mais autour de son établissement thermal, ici même. Au siècle dernier, cette ville a connu un essor considérable, à tel point que c'est devenu la station thermale la plus branchée du moment. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, il n'empêche que la ville conserve dans ses murs les traces de cette grandeur passée. Aix-la-Belle n'a rien perdu de son charme d'antan, et même si les milliardaires et les rois qui fréquentaient la ville au début du siècle se font plus rares le long de ses avenues, Aix a conservé dans ses murs le souvenir des années folles. Le souvenir de ce temps où la mode et la raison se mêlaient pour attirer ici, entre les thermes et le casino, une foule mondaine et pressée. C'était une ville très simple, une ville rurale qui était enserrée autour de ses remparts, qui comptait moins de 1000 habitants. Une ville qui s'appelait pas Aix-les-Bains, mais Aix en Savoie, et qui était construite près du lac et pas du tout au bord du lac. Plusieurs facteurs expliquent un peu l'évolution et le grand essor de cette ville. Peut-être que le premier, c'est l'avenue ici de la famille Bonaparte. Donc vient effectivement une société fortunée, cosmopolite, qui vient de l'Europe. On peut citer le roi Georges Ier de Grèce, qui viendra ici plus de 20 ans, la reine Victoria, l'impératrice d'Autriche, l'empereur du Brésil, par exemple. Mais ces gens-là vont drainer derrière eux toute cette société que les économistes appellent cette société du 19e siècle, ces bourgeoises, cette société riche, qui vient ici pour imiter ces grands et pour les rencontrer.
cette population qu'il fallait bien divertir, Aix s'est délibérément tournée vers un monde fait de loisirs et de luxe. Les salles du casino ont vu défiler les têtes couronnées du monde entier et sur la colline qui domine la ville, les palaces les plus orgueilleux sont sortis de terre. Aix, au début du siècle, allait connaître ses années d'or. Aix-les-Bains vivait bien 4 mois par an à peu près, les saisons. Pour vous donner un exemple, il y avait tellement de possibilités. Il y avait 2 casinos ici, un ici à la place de l'hôtel, et celui-ci, il y avait 800 employés sur 4 mois. Donc ça donne un petit peu l'esprit de l'époque et de la magnificence. Alors au niveau de l'architecture, c'était une mode, disons, c'était l'art nouveau. Après avant l'art nouveau, c'était disons, le style byzantin. Les villes c'était les arcatures comme vous avez vu, les coupoles, les mosaïques, puis bien sûr tout ce qui était baroque, rococo. Rendez-vous mondain de la haute société pendant des décennies, la ville tout entière s'est enivrée de cette richesse. Maupassant décrivit Aix comme une ville de douche et de casinos, d'hygiène et de plaisir, où tous les princes de la terre que les trônes ont rejetés fraternisent avec tous les rastaquouères dont les prisons n'ont pas voulu. On venait aux eaux essentiellement pour se trouver en très bonne compagnie, plus que pour se soigner vraiment. Et les eaux chaudes faisaient le reste. Mais on avait coutume de dire qu'on choisissait sa cure, on demandait à son médecin de vous indiquer un lieu de cure, plutôt en fonction des personnes qui seraient présentes au même moment et des divertissements qui étaient proposés. Très mondain donc. Très mondain et dans une ambiance de mondanité très simple où finalement les aristocraties se rencontraient, celle de naissance et celle de l'argent, et où on pouvait éventuellement traiter beaucoup d'affaires incognito. Aujourd'hui, les palaces ont disparu. Disséqués en appartements privés, leur présence raconte encore cette histoire, une histoire dont la fin n'est pas écrite. Aix-les-Bains reste une station thermale et de vacances. Aix n'est pas morte, elle a seulement changé. En perdant un peu de son strass, la ville a gagné en simplicité. Et s'il est vrai qu'une certaine mode a détrôné les rives du lac au profit de la Côte d'Azur, Aix-les-Bains a tout conservé de sa chaleur et de sa grandeur. On ne le dira jamais assez, Aix-les-Bains, c'est bien une ville d'eau et c'est l'orage qui vient d'éclater qui vous le prouve. Martine Jans, les thermes sont ici depuis combien de temps? Les thermes, il n'y a pas de date puisque l'eau qui coule dans nos thermes vient des profondeurs de la terre et n'a donc pas d'âge. Concrètement, cependant, vous avez toute cette partie des anciens thermes qui datent des années 1870. Et ici, toute cette partie, c'est l'époque, la grande époque des eaux de 1930. Encore une troisième d'il y a une quinzaine d'années et qui continuera demain avec l'établissement Chevalet. Pourquoi dit-on les thermes nationaux? Les thermes nationaux parce que c'est l'établissement de France qui est géré par le ministère de la Santé. Donc c'est un établissement qui fait partie de la nation. Eh bien, je vous propose de voir à quoi ressemble une cure au quotidien. Chaque année, ils sont 40 000 à Aix-les-Bains. On va se mettre à l'abri? Allez. Ici, on traite avant tout la rhumatologie et les séquelles dues à des traumatismes. Très prisé par la clientèle, les bains de boue, la terre est mélangée à l'eau thermale pendant 24 heures à 45 degrés avant d'être appliquée sur le corps. La composition de la boue fait qu'elle garde la chaleur assez longtemps. Alors sur une articulation, si vous voulez, ça a un effet, ça active la circulation. Pendant 3 semaines, la durée moyenne est recommandée, les curistes vont suivre toute une série de soins savamment proportionnés, constamment répétés, avec beaucoup de repos. Pour un bon résultat, il leur faut bien sûr accepter certaines contraintes. Je crois que la cure, c'est essentiellement un mode d'action, un mode de prise en charge personnelle dans lequel il faut accepter de s'abandonner, de se laisser porter, de se laisser prendre en charge. Et les gens qui sont trop raides, qui n'acceptent pas de se faire toucher, par exemple pour le massage, sont des gens qui sont mûrs pour le médicament, mais qui ne sont pas mûrs pour la prestation thermale, par exemple. Madame, quelles sont les sensations alors après un bain comme ça? On est particulièrement bien, particulièrement détendu et on oublie qu'on a des douleurs.
Vous, pourquoi vous êtes là, ici, en cure? Parce que j'ai des douleurs de hanche et j'avais des douleurs de genoux. Mais je suis déjà venue en cure l'an dernier à Aix-les-Bains. Mes douleurs de genoux ont disparu. Certains, plus rares, viennent uniquement pour une remise en forme. Ils passent tous par la douche-massage, incontournable. Qu'est-ce que vous lui faites, là, à ce monsieur? C'est un geste, c'est le troisième temps de la douche-massage, donc il se donne soit brisé, soit percutant. Ici, il est brisé. Il redonne du tonus aux muscles, il active la circulation. Il peut se faire baveux aussi. Tous ces soins sont bien entendu prescrits au départ par un médecin, puis remboursés en partie par la sécurité sociale, avec parfois quelques difficultés. Les 3 semaines coûtent ici 2600 francs, sans compter la nourriture et l'hébergement. Un mot également sur la clientèle, ce n'est pas une légende, elle est âgée. Globalement, on a une moyenne d'âge de 65 ans, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal dans le cadre du rhumatisme qui arrive normalement quand on est assez âgé. Dernière précision, sachez que Balzac et la reine Victoria sont venus ici à Aix-les-Bains, à l'époque la plus mondaine des villes thermales. Ça ne nous rajeunit pas. On ne l'a pas vu dans le reportage, mais il y a toujours une dimension ludique pendant une cure. Ah oui, qui est absolument incontournable, parce qu'une cure est quelque part fatigante à travers les soins et nécessite un repos très important. Mais à côté de ça, il faut que les gens, pendant la période de cure, puissent se détendre, découvrir, puisque la cure nécessite un bien-être pour le corps et pour l'esprit, à travers des activités culturelles, à travers des découvertes, des animations offertes par la ville. Et il est absolument indispensable que les gens puissent allier donc le bien-être du corps et de l'esprit, parce que c'est absolument capital. Les grands-parents d'aujourd'hui sont des utilisateurs, ce sont des gens qui savent où ils veulent aller, qui décident de ce qu'ils veulent, qui n'hésitent pas à changer s'ils ne sont pas satisfaits, c'est quand même nouveau. Et ils ont un besoin qu'on s'occupe d'eux et de continuer à garder la forme qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils n'avaient pas hier. Alors ici, il fait vraiment particulièrement chaud, c'est le centre nerveux des thermes. Voilà. Vous avez ici une de nos piscines. L'eau, c'est bien sûr le moteur de toute l'activité thermale, puisque tous nos soins, qui sont très divers, nous en avons 25, sont à base d'eau, de vapeur, de cette eau thermale et de boue qui tient toutes ses propriétés parce qu'elle est mélangée avec cette eau thermale et tout ce qu'elle contient. Mais ça se comprend peut-être pour le siècle dernier ou pour le début de ce siècle. Aujourd'hui, avec toutes les techniques modernes, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir de l'eau chaude pour soigner des maux? En ce moment, il y a énormément de recherches à ce niveau-là, puisque scientifiquement, on va prouver qu'effectivement, c'est complètement incontournable et ça fait un bien fou aux gens qui font la cure. J'espère qu'on va bien pouvoir faire notre balade en avion comme prévu, mais en attendant, je vous propose de découvrir les dessous du lac. C'est pas tout à fait la Méditerranée, mais la plongée sous les eaux du Bourget permet quand même de faire quelques découvertes intéressantes. Plonger, quoi de plus fascinant et de plus merveilleux que cet effet d'apesanteur dans un milieu inconnu et défendu que l'on peut tout à coup observer à loisir. On devient voyeur, poisson ou sirène, plus curieux que jamais. Quel luxe, grâce au génie de l'homme, que celui de pouvoir profiter de toutes ces beautés inaccessibles. Fermez les yeux, vous y êtes. L'eau du lac est rarement très claire. Nous sommes à 65 mètres de profondeur et le soleil a du mal à venir jusqu'ici. Mais si le fond n'a pas été trop remué par les intempéries, une torche suffira. Dès lors, avec un peu de patience, il n'est pas rare de faire des rencontres intéressantes. Omble chevalier, lotte d'eau douce, lavarée, carpe, brochet, écrevisse ou anguille, qui au détour d'un rocher viendront observer cet étrange poisson qui fait des bulles.
Il existe un autre bon moyen de soigner son stress, c'est de prendre un peu d'altitude. Entre Chambéry et Aix-les-Bains, il y a un aéroport qui permet d'assurer quelques liaisons régulières et un aéroclub, l'aéroclub de Savoie. Et c'est là qu'on a rendez-vous. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Ça va bien? Ça va très bien, mais c'est le temps qui ne va pas. Ah bon? Hein, on peut pas voler ce matin, c'est pas possible. Vous avez vu, il y a du vent sud d'abord, donc des turbulences. Ouais. Il n'y a pas de visibilité bien sûr, il y a des nuages. Donc le vol en montagne aujourd'hui c'est absolument exclu. Et c'est dommage parce que j'avais l'intention de vous emmener au-dessus des Belles Donnes et plus précisément vers le pic de l'Étendard et de glacier de l'Étendard. Nous aurions fait une superbe balade, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas possible. Non, 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 il n'y a pas de sécurité et vous n'apprécieriez pas, et moi non plus. Voilà. C'est quoi la technique de pilotage en montagne? Parce que j'ai l'impression que c'est pas la même chose qu'en plaine, parce qu'en plaine, là, on aurait pu décoller. Oui, on peut décoller aujourd'hui, il y a des vols locaux pour l'école de pilotage, mais en montagne aujourd'hui, c'est pas possible. La technique du vol est toujours le pilotage, mais on doit prendre davantage de précautions parce qu'on a des problèmes de turbulence, on a des problèmes de rabattant. Et si on doit atterrir sur un glacier ou sur une altisurface ou sur un plan en montagne, là il y a d'autres précautions à prendre parce qu'il y a une aérologie qui est spécifique à la montagne. Et là, bien sûr, il faut un apprentissage très long, il faut déjà avoir beaucoup d'heures de vol pour pouvoir commencer cet apprentissage. Vous avez une fonction de formation pour les pilotes à Chambéry ici? Il y a une formation, les instructeurs sont qualifiés montagne, donc ils font un entraînement montagne et ils donnent la qualification montagne. Il faut d'abord être pilote, avoir déjà beaucoup d'heures de vol, 200 heures au moins, oui. Et après on peut devenir pilote montagne. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, tant pis, alors on fera ça une autre fois. Écoutez, bien volontiers, vous revenez quand vous voulez. J'essaierai de vous emmener peut-être sur le Mont Blanc, pourquoi pas. Ah oui, il y a un massif à découvrir. Et nous faisons régulièrement des vols sur le Mont Blanc à partir de Chambéry. Il faut 1h15 aller-retour et dans de bonnes conditions avec des avions qui sont bien équipés, il n'y a pas de problème. En tout cas, vous allez avoir la chance de pouvoir quand même survoler le lac du Bourget grâce à des images qu'on a tournées quand il faisait beau. Avec Philippe Zen. Philippe Zen, c'est le premier pilote du LM ultra léger motorisé à avoir réussi l'exploit de voler en zone de montagne. C'est pas si facile. Mais comme il est midi 20, on va quitter nos amis de Corse et de Méditerranée qui ne participeront pas à cette balade. À tout de suite. Professionnel à voler en montagne. On a appris à piloter, disons, dans des conditions relativement dures. Et on s'est mis à la compétition avec un ami qui était moniteur au club pendant pas mal d'années. Et on a la chance, sur 2 à s'être présentés au championnat du monde, avoir gagné tous les 2 et être champion du monde en titre. Magnifique, oui. On est à la limite disons, du Jura et des Alpes géologiques, dans la dernière vallée du Jura géologique, avec en plus le Rhône qui coule à peu près 1 km de ce côté, le lac du Bourget juste derrière la montagne, derrière nous à 5 km qu'on peut survoler. C'est vraiment fantastique, le paysage est vraiment beau. Pour le vol plutôt relax et presque un peu romantique, l'automne c'est le mieux. Les couleurs sont belles, il n'y a pas de turbulence, enfin, c'est la période où il y a le moins de turbulence en général. Et je trouve que ça cadre très bien avec la région. On est particulièrement attiré par l'ULM parce que bon, il y a un côté liberté qui nous plaît beaucoup. Et bon, c'est bien parce que tout le monde pratiquement peut faire de l'ULM pour un
disons un budget de 5 à 7 000 francs, même pas pour les plus doués. On peut apprendre à piloter et puis voler de ses propres ailes. Et quand même, pour nous, c'est fantastique de pouvoir aider aux gens à réaliser le rêve d'Icare. Vous avez lu Jonathan Livingstone? Bien sûr, beaucoup de fois. Tout à fait, c'est ça un peu l'ULM. Est-ce que vous pourriez vivre en ville? Non. Non, difficilement. J'imagine qu'on acquiert une liberté ici qui est inégalable. Oui. C'est chaque fois que je vais faire un tour à Paris, je me retrouve au Jardin des Plantes. Et Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Oui, aussi, oui. Oui. Je pense que si je devais partir et emmener avec moi uniquement 2 livres, je prendrais ces 2 livres-là. C'est-à-dire lesquels, donc? Le Petit Prince et Jonathan Livingstone. Si l'ULM a une simplicité apparente, le plaisir de piloter passe par une grande rigueur et un sérieux apprentissage. Philippe Zen est passionné de pilotage, mais il aime aussi apprendre aux autres. Alors, regardez donc dans votre miroir si des ailes ne vous poussent pas dans le dos. Retour sur Terre pour une petite escapade de l'autre côté de la montagne du Chasse, sur les rives du lac d'Aiguebelette. Il est plus petit que celui-ci, mais il ne manque pas de charme également. Là-bas, il se passe des choses bizarres. Des hommes réussissent à marcher sur l'eau avec des dauphins grâce à l'invention délirante d'un inventeur délirant. C'est un jeu d'eau, hein, et le principe c'est de marcher, c'est-à-dire de porter le poids de son corps d'un pied sur l'autre. Donc dans ce cas-là, on met un pied en avant, un pied en arrière, et simplement on porte le poids de son corps sur le pied avant, ça fait plonger le dauphin, et après sur le pied arrière, ça le fait remonter. Donc c'est un déplacement sinusoïdal qui est finalement très proche de la nage du dauphin. Et alors l'intérêt, c'est quand on est dessus, comme vous le voyez là, on a vraiment l'impression d'être sur le dauphin, et sa nage, c'est la vôtre, c'est-à-dire c'est vous qui le faites nager. Donc vous voyez, il y a différentes façons de le pulser. Et ça, on est vraiment très bien aussi, quoi. On a l'impression d'être un poisson. Né à Lyon, Rodolphe Proverbio était peintre sur étoffe. Il a toujours partagé sa vie entre la passion d'inventer et l'amour de l'eau. En observant la nage des dauphins, le génie créateur l'a touché et il n'a fallu que quelques mois, un peu de polystyrène et de la résine pour que naissent ses prototypes. Tout l'été, Rodolphe a fait le tour des lacs de la région pour tester son invention, pour permettre à ses dauphins prototypes de démontrer leur pouvoir de séduction auprès du public. C'est sur le lac d'Aiguebelette qu'on a pu voir le plus de jeunes marcher sur l'eau, dans un déhanchement rappelant vaguement le hula-hoop. Les enfants ont tous été conquis. Comment tu as découvert ça? Un inventeur qui est venu au Pérou, qui a amené ça, et il demandait d'essayer. J'ai trouvé ça super. Et puis je continue. C'est super. On dirait qu'on marche sur l'eau. C'est génial. C'est trop bien. Ah, superbe. Ah, c'est beau ça. C'est magnifique. Dans ses essais, Rodolphe découvre que son invention prend rapidement sa vie propre. Chaque personne lui donne un rythme, un style différent. Langue. Bon, on aura vu comment ça fait quand ça va pas, quoi. Les qualités et les défauts de ces dauphins se révèlent au fil de l'eau, ce qui permettra d'affiner les prochains modèles. Le dauphin n'a rien de sauvage, mais les premières tentatives vous entraînent souvent non pas sur eux, mais à côté d'eux. Avant de pouvoir être en harmonie avec l'eau et les animaux, il faut d'abord faire quelques gammes. Ça reste beaucoup plus facile que le surf et la planche à voile. Et cette histoire de dauphin aura sûrement une belle chute. Il y a quelque chose à faire avec ces engins, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est tout à fait. Autant pour les adultes que pour les enfants, c'est destiné à tout âge, je crois. Ce qui m'a conduit là-dedans, c'est surtout d'être en harmonie avec l'eau. Ça n'est pas d'aller vite ou de faire des performances, mais c'est vraiment d'être
en harmonie avec l'eau que possible, d'éliminer d'ailleurs la mécanique en tant que telle, et d'avoir un appui et un contact avec l'eau qui soit maximum, de manière à ce qu'on trouve son équilibre par rapport à l'élément constamment. L'invention de Rodolphe a ceci d'intéressant qu'elle peut se décliner sous différentes formes. La preuve en est ce signe, pour lequel il a appliqué les mêmes principes mécaniques. Pas d'hélice, pas de rame, pas besoin de vent ni de mouvement d'eau. Ce sport loisir révèle tout son plaisir dans le calme sur les eaux paisibles des lacs. Les gens d'un seul coup, il y a une image poétique là-dedans, c'est-à-dire marcher sur le dos d'un dauphin, jouer avec un dauphin ou avec un cygne, c'est vraiment de la poésie. Et ça, on a toujours l'impression que les gens sont abrutis et tout, mais pas du tout. Vous leur donnez un peu de poésie et ils éclatent, ils marchent là-dedans à fond, parce qu'ils en ont tellement besoin, ils en crèvent et ils sont pas à partir au quart de tour, quoi. Ça c'est sûr. Et ça c'est vraiment spontané et amusant. Et ça va faire un malheur sur les plages cet été. Alors si vous passez dans la région, le lac du Bourget, c'est pas très loin de la route des Alpes ou de l'Italie, voilà quelques bonnes idées qui devraient vous donner envie de rester quelques jours parmi nous. Aix-les-Bains organise du 17 au 25 août les Haussiennes 96. Pendant une semaine, la ville vivra au rythme rétro des fleurs, des chars, des calèches et des voitures anciennes, comme au bon vieux temps. Du 18 au 25 août, les ports du lac du Bourget et notamment celui d'Aix vous proposeront une rétrospective au programme L'histoire de la navigation sur le plus grand lac de France. Cette fois c'est terminé, demain cap au nord, direction le lac d'Annecy, au programme découverte du massif montagneux, des Aravistes, le Roblechon, le sport, etc. Et bien sûr découverte du lac et de la bonne ville d'Annecy. Excellent après-midi, à demain, bye.